Bonjour à tous, c'est ainsi qu'on rentre dans la zone euro lorsqu'on est à Nicosie, capitale de Chypre, dernière capitale divisée d'Europe, car en 1974, l'armée turque a envahi le nord de l'île et cela a créé de facto une ligne verte qui traverse toute l'île. En 2004, Chypre est entrée dans l'Union européenne, ainsi divisée, et en 2008, dans la zone euro. Elle a subi il y a un an une crise bancaire terrible qui l'a amenée à demander un plan de sauvetage de l'UE. Alors, nous allons analyser l'état de santé réel aujourd'hui de Chypre, et puis nous insisterons sur la problématique de la scission, sachant que les négociations pour la réunification de l'île ont repris entre chypriotes turcs et chypriotes grecs, comme nous le montre Alix Le Bourdon. Balai de voiture officielle à l'entrée du checkpoint de l'ancien aéroport de Nicosie. Les négociations sur la réunification de Chypre ont repris depuis quelques semaines dans la zone tampon dirigée par l'ONU, cette ligne verte qui sépare la partie chypriote grecque de la partie chypriote turque. En 2004, côté grec, un plan de réconciliation avait été rejeté par référendum. Depuis, toutes les tentatives de négociation ont échoué. Mais cette fois-ci, les chances d'aboutir à un accord semblent réelles. Des réserves de gaz ont été découvertes en 2011 au large de l'île et toutes les parties ont intérêt à les exploiter en commun. Tout ça, ça change complètement, si vous voulez, l'approche géostratégique de la région et ça donne éventuellement une chance de faire quelque chose de constructif et de remplacer, si vous voulez, cette spirale de développement négatif par des développements positifs. Une spirale négative enclenchée il y a maintenant 40 ans. Dans cette ancienne colonie britannique, avant la division, les communautés grecques et turques se partageaient le pouvoir. Mais en 1974, un coup d'État fomenté par le régime nationaliste des colonels à Athènes renverse le président chypriote. Les représailles de la Turquie sont immédiates. L'armée envahit la partie nord de l'île. Les Grecs du Nord sont contraints de quitter précipitamment leur maison pour passer au sud. Les Turcs font le trajet inverse. Une zone tampon est créée par l'ONU et le conflit gelé. 35 000 soldats turcs campent toujours au nord. 300 000 nouveaux arrivants d'Anatolie ont rejoint les 150 000 chypriotes turcs de souche. Au cours de négociations techniques et difficiles, il faudra régler le problème des réfugiés ayant perdu leurs terres, mais aussi le statut de la partie nord. Nous serons alors aussi dans l'Union européenne. Actuellement, Chypre dans son ensemble fait partie de l'Union européenne, mais le droit européen est suspendu dans le Nord. Bien sûr, après l'accord, l'acquis européen s'appliquera aussi dans le Nord. Bruxelles et Ankara soutiennent cette reprise de négociations. Washington incite aussi toutes les parties membres de l'OTAN à coopérer. Les États-Unis essaient de lier les pays pro-américains de la région, qui sont Israël, la Turquie, Chypre et dans une certaine mesure la Grèce. Ils cherchent à utiliser le gaz pour lier ces pays entre eux et créer une interdépendance économique qui pourrait aboutir à une réconciliation et une coopération politique. Des réserves gazières ont aussi été trouvées au large d'Israël. La solution la plus économique serait de les exploiter en commun avec le gaz chypriote et de construire un gazoduc entre les deux pays et la Turquie. Une option qui ne pourrait être envisagée qu'en cas de relations pacifiées dans la région. Et pour en savoir plus, nous allons maintenant à la rencontre d'un ancien député européen, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, Ioannis Kasoulides, dans son ministère. Ioannis Kasoulides, comme on l'a vu dans notre précédent reportage, les négociations sur la réunification ont repris. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, cela va réussir ? Je crois que cette fois-ci, il y en a des nouveaux éléments qui n'existaient pas dans le passé. Tout d'abord, nous avons une base sur laquelle les deux leaders se sont mis d'accord. Deuxièmement, maintenant, les négociateurs auront la possibilité de visiter Ankara et Athènes respectivement. Et ceci, pour nous, est très, très important. Aujourd'hui, avec la découverte de gisements de gaz souterrains qui appartiennent à Chypre, il est vrai que c'est important d'avoir accord entre les Chypriotes turcs, grecs et peut-être même la Turquie pour faire passer un gazoduc via la Turquie jusqu'à l'Europe. Pour un gazoduc, oui, mais le droit de faire exploiter le gaz naturel, c'est un droit reconnu par tout le monde, qui est le droit de la République de Chypre comme identité internationale.
comme vous dites, un gazoduc vers la Turquie parce que c'est le moyen le plus économique. Mais la République de Chypre va continuer aussi avec son plan d'avoir la liquéfaction du gaz naturel, de toute façon, parce que vous comprenez qu'il faut qu'il y ait une diversification des moyens qu'on effectue les exportations. Les deux parties ont promis de soumettre le résultat d'un accord possible à référendum. Or, en 2004, eh bien, la partie grecque a refusé par référendum le plan Annan. Cette fois-ci, le souci n'est pas seulement de faire avancer les négociations, mais de faire avancer en même temps l'opinion publique jusqu'à ce qu'on arrive devant les urnes pour le référendum. Les sondages d'opinion sont favorables avec une majorité très claire. En 2004, les leaders n'étaient pas d'accord et on a demandé au peuple de prendre la responsabilité, qui est la responsabilité de leurs dirigeants. Vous avez bénéficié d'un plan de sauvetage de 10 milliards d'euros et en contrepartie, des efforts vous ont été demandés. Est-ce que le plan de la Troïka est le bon? Écoutez, nous n'avons aucun autre choix. Jusqu'à maintenant, nous faisons mieux que le but prévu. Donc, il faut continuer à ce chemin-là. Il y a un an tout juste, en mars 2013, Chypre devenait le 5e pays de la zone euro à demander un plan de sauvetage. Cela faisait suite à une décision stupéfiante et unique de l'Eurogroupe de taxer les avoirs des particuliers dans les banques chypriotes au-dessus de 100 000 euros. Finalement, une solution de compromis a été trouvée avec la recapitalisation de Bank of Cyprus qui a ingéré la seconde banque, Laiki Bank. Mais aujourd'hui, on sent bien que la santé bancaire de Chypre reste fragile. Reportage. Que se passe-t-il? Il y a une urgence? Tous les jours, il y a une urgence. On essaye juste de survivre jusqu'au jour suivant. Branle-bas de combat dans cette PME productrice d'étagères. Un des fournisseurs exige d'être payé sans délai et en liquide, 3 000 euros, que le directeur en personne va tenter d'aller retirer auprès des banques. C'est une manière assez primitive de faire des affaires. Menacé de faillite bancaire en mars dernier, Chypre avait fini par accepter le plan de sauvetage de 10 milliards d'euros de la Troïka en l'échange d'une mesure exceptionnelle dans l'Union européenne, des saisies à hauteur de 47,5% sur tous les comptes Bank of Cyprus de plus de 100 000 euros. Oui, c'est un crime ce qu'a fait l'Eurogroupe l'année dernière. Ça a fait énormément de dommages collatéraux. Je n'ai pas directement souffert de ces ponctions, mais c'est aujourd'hui que je souffre parce que tout le monde est pris de panique et veut du liquide. Mais il n'y a pas de liquide. Un manque dû au retard dans les paiements de certains de ses clients. Mais le chef d'entreprise est loin d'être le seul à manquer de liquidité. À la fin du mois, il y a plus de 30 personnes qui font la queue dans ce petit espace. Vous imaginez? Pour retirer leur salaire des versements. De son côté, Phil Andréou ressort rassuré. Il va pouvoir payer son fournisseur. À quelques dizaines de kilomètres de là, Kostas attend une précieuse livraison. Avant la crise, ce père de famille était à la tête d'une PME florissante. Aujourd'hui sans emploi, il dépend de l'aide alimentaire pour faire vivre sa femme et ses 4 enfants. Les mesures d'austérité ont réduit de 25% ses allocations. Par mois, il touche à peine 380 euros. Au début, on avait honte. On ne voulait pas faire appel à cette aide. Mais quand vous avez des bouches à nourrir, il faut mettre son orgueil de côté. Toujours présent, les signes de sa richesse passée. Kostas avait hypothéqué sa maison qui servait de garantie à son entreprise. Après la faillite, il n'a plus pu payer les mensualités de son prêt. Le montant que je dois à la banque est tellement élevé que même si la maison était vendue, ça ne suffirait pas. Quand les banques commencent à te prendre ton argent ou à ne plus t'en donner, c'est comme un patient en insuffisance respiratoire à qui on enlèverait son oxygène. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Comme celui de Kostas, les emprunts non remboursés depuis plus de 3 mois deviennent des créances douteuses. Du coup, l'ensemble des banques chypriotes en a accumulé près de 23 milliards d'euros. Forcées de garder de fortes réserves, elles se retrouvent incapables de réinjecter de l'argent dans l'économie. Grâce aux ponctions sur les comptes de plus de 100 000 euros, Bank of Cyprus a pu être recapitalisé, mais les prêts impayés rendent l'avenir flottant.
Imposer des ponctions sur les dépôts dans un pays si dépendant de son système bancaire, je crois que c'est injuste et les résultats sont incertains. Incertain, c'est également le mot qu'utilise Phil Andréou quand il parle d'avenir. Depuis la crise bancaire, il s'est vu contraint de se séparer de plus de 200 employés. On a dû réduire notre pyramide, surtout les effectifs de management. En un an, ce chef d'entreprise a accusé une perte de 30% de son chiffre d'affaires. On travaille avec un budget très mince et des stocks bas qui nous permettent de maintenir un minimum d'activité. Nous finirons tous par mourir en tant que business, à moins que quelque chose soit fait, quelque chose de grand. On a besoin de cash de toute urgence. Bonjour à tous. Comment ça s'est passé? Retour de l'école pour les enfants de Costas. La distribution de nourriture du matin a permis à André de cuisiner ce repas. Pour gommer la dure réalité, ses parents s'arrangent pour recevoir les colis alimentaires en l'absence de leurs enfants. Pourtant, à table, le sujet ne peut être évité longtemps. On pouvait tout leur offrir. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. On essaie, mais on ne peut pas. Nous avons de l'appétit pour travailler, mais toutes les portes sont fermées. Celles des banques, celles des employeurs. Le couple avait fait fortune en créant 2 entreprises. André dirigeait une production de bonbons, alors que Costas faisait affaire dans la construction. Dépourvus d'économie, les époux faisaient marcher le commerce à crédit. Les 2 structures dépendaient des banques à 95%. On a tous notre part de responsabilité parce qu'on a toléré et en quelque sorte participé à ce système. En acceptant de vivre à crédit, on s'est rendu co-responsable d'avoir laissé les choses dégénérer. Un espoir pour cette famille. Après une contraction du PIB de plus de 5% l'année dernière, les prévisions tablent sur un timide retour à la croissance en 2015. Et pour en savoir plus sur l'état de l'économie, nous avons rendez-vous à Limassol, dans cette entreprise Mosquita, un peu high-tech qui fabrique de l'aluminium. On va rencontrer un nouvel invité. Yorgos Lilikas, bonjour. Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires étrangères, de l'industrie et du commerce et vous êtes aujourd'hui candidat aux élections européennes pour l'Alliance des citoyens que vous définissez comme radicale. Alors précisément, puisqu'on parle d'industrie, vous nous avez emmenés dans cette usine d'aluminium qui a été touchée par la crise bancaire. Cette industrie-là, de haute technologie qui faisait des exportations en Allemagne, en Europe, avant la crise, depuis mars dernier, elle a été touchée sérieusement par la crise. Une usine forcée de licencier presque 30% de son personnel à cause de la décision du Eurogroupe de l'année dernière. Chaque mois, nous devons payer plus de 1,2 million d'euros de salaire à nos employés. Imaginez-vous, le 19 mars au matin, il y a un an, on nous a dit qu'il ne nous restait plus que 100 000 euros sur un compte dans une de nos banques et 100 000 euros sur un deuxième compte dans une autre banque. Qui a été responsable de la panique bancaire il y a un an? On a fait des erreurs en ce qui concerne d'abord le domaine public, puisqu'il y a une tradition des partis politiques, une tradition clientéliste qui a fait grossir le domaine public, mais aussi grossir les dépenses du domaine public. Ça, c'est une des responsabilités. Il y a une deuxième responsabilité, à mon avis, au niveau du contrôle sur les décisions de l'expansion des banques par la Banque centrale. On aurait dû être beaucoup plus sévère. De l'autre côté, je ne peux pas accepter la décision du Eurogroupe, qui était une décision autoritaire, à mon avis, qui a paralysé le système bancaire, qui rencontre encore aujourd'hui des problèmes de fonctionnement. Est-ce que vous avez le sentiment que Chypre est sur la voie de la guérison? À mon avis, ça va prendre quelques années encore pour sortir de la crise et avoir du développement. Il y a aussi un autre aspect qui m'inquiète,
On est en train d'avoir une deuxième année de la récession sérieuse. S'il n'y a pas une décision de restructuration de la dette des sociétés et des personnes privées, des personnes physiques, les prêts au rouge vont augmenter semaine par semaine. Lorsque toutes les restrictions seront levées sur les dépôts, est-ce que vous avez peur d'une fuite des capitaux qui partiront de Chypre? On parle aussi beaucoup des capitaux russes, par exemple. La question des capitaux russes, c'est vraiment un mythe, puisqu'il y a beaucoup plus de capitaux russes en Allemagne et en Angleterre, mais personne n'en parle. Aujourd'hui, à Chypre, le plus grand nombre de capitaux qui a été touché avec cette décision, ce n'était pas des Russes, c'était des Chypriotes. Mais s'il y a une régularisation, je dirais, immédiate au mouvement de capitaux, oui, je crains que beaucoup de Chypriotes vont sortir leurs économies de Chypre en pensant à l'avenir de leurs enfants. On ne pouvait pas quitter Limassol sans passer par ces plages, 18 km de plage pour cette très grande ville. Oui, c'est une ville qui attire beaucoup de touristes russes, mais aussi britanniques, avec une très belle infrastructure, une nouvelle marina qui se développe. C'est vrai que les secteurs touristiques représentaient 25% du PNP dans le passé. Aujourd'hui, ils représentent autour de 15 à 16% parce qu'il y a d'autres secteurs économiques qui se sont développés. Et du coup, vous dites à nos téléspectateurs qu'on ne peut pas vraiment s'ennuyer à Chypre. Voilà pourquoi on se retrouve juste après la pause pour la seconde partie de notre programme, toujours à Chypre.